Salut à tous, épisode 11 avec la Trek Segafredo. Alors là, on est sur quelque chose qui m'a procuré pas mal de plaisir à fabriquer et à vous proposer. J'espère que ça va se sentir en le commentant. Tour de France, variant 2021. Est-ce qu'on a besoin de faire des rappels de ce qui s'est passé avant? Pas du tout. Hein. À l'épisode 9, Dauphiné, recrutement. À l'épisode 10, on a parlé de Tour de Suisse. Et on va ici parler des étapes 1 à 10 dans cet épisode. Sur donc le variant, vous voyez, Brest-Landerneau, hein, ça démarre donc, c'est le variant 2021. Donc déjà, un immense merci, même s'ils ne m'entendront peut-être pas, à tous les gens qui collaborent pour la fabrication de ce type de choses. Parce que grâce à eux, on a un Tour de France 2021 à jouer au mois de janvier, même en fait il est sorti avant. Hein. Alors que sinon il faudrait attendre la sortie de PCM 2021. Merci à la communauté, encore une fois. On a ici une situation où nos quatre meilleurs coureurs, Pedersen, Mollema, Stuyven et Nibali, j'ai prévu leur pic au matin des étapes 4 et 5. Voilà. Parce que c'est ça qui me semblait être essentiel si on voulait conserver le pic le plus longtemps possible. Et Dieu sait s'il y a besoin de le conserver. Alors par exemple, pour Nibali et Mollema, il y a besoin de conserver ce pic jusqu'au matin de l'étape 20. C'est-à-dire qu'il y a un contre-la-montre hyper important à l'étape 20. Et par contre, pour Stuyven et Pedersen, dans l'hypothèse où on arriverait à jouer quelque chose de type maillot vert, ça c'est le petit maillot de Simmons. Merci, merci, merci à toi, le lapin, de l'avoir fabriqué. Il est beau comme tout. Il y a un petit secteur pavé dans cette étape 1 et il est quasiment insignifiant. Hein. Vu déjà sa position par rapport à l'arrivée et en plus son degré de difficulté qui était quasi proche de néant. Donc voilà, hein, les pics doivent être conservés le plus longtemps possible avec les plus forts de mes coureurs. En tout cas, mes calculs étaient faits en ce sens-là. Alors que les quatre plus considérés comme équipiers, eux, donc Alex Kirsch, on a également évidemment Gianluca Brambilla, on a également Tom Skuins, et voilà, hein, donc très important, ces quatre-là. Ils sont vitaux hein, pour la bonne marche de l'équipe. Quinn Simmons également avec son joli maillot, on l'a vu juste avant. Donc ceux-là sont sous pic un petit peu avant. Ça, c'était aussi voulu. Alors je me suis pris la tête. Je me suis bien pris la tête à créer des petits décalages comme ça. Ça a été, c'était un peu pénible, hein, pour être franc, les ajustements au mois de juin, là, pour que ça fonctionne, en inscrivant, en désinscrivant, etc., telle course. Mais bon, bah, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Puis si on veut avoir un Tour de France très agréable à jouer, dans de très bonnes conditions, ben, ça se mérite. Voilà. Vous aurez observé au passage que sur cette étape vallonnée et relativement propice aux punchers, j'essaie de prendre les devants en cette fin d'étape, après avoir aussi volé une partie des points pour le classement du maillot vert un petit peu précédemment au sprint intermédiaire. Je vais essayer de positionner mes tout meilleurs coureurs pour le final. Alors, on a plusieurs options. Hein. C'est vrai on peut soit croire beaucoup en Bauke Mollema avec son maillot de champion des Pays-Bas. On peut beaucoup croire en Mollema. Ça me semble illusoire de croire que Simmons est encore assez fort pour s'imposer face au Cador. Tom Skuins ici en tout cas va jouer le coup pour Stuyven dans la roue duquel Mollema est calé. Alors pour quelle issue? Bah, une issue perdante. Une issue perdante sur cette première étape puisque l'ami Thibaut Pinot a jailli magnifiquement. Ouais, Nibali était doté d'une forme un petit peu dégueulasse, mais en fait c'est pas très grave parce que il suffisait de limiter les dégâts. Je le cache dans toutes ces premières étapes, je cache Vincenzo Nibali. Là, on a un tout petit peu moins caché Mollema, mais vraiment, je réserve ces gars-là pour la haute montagne et pour les étapes, et Dieu sait s'il y en a qui sont plus propices pour eux. Sachant que là, sur les premières étapes,
pendant un petit moment. Grosse partie de cet épisode-là, c'est beaucoup les équipiers qui vont essayer de nous rapporter des choses, en tout cas qui vont avoir quelques petits objectifs personnels. Alors, euh, Stuyven, je ne vais pas le cacher, là on aborde l'étape 2, hein, elle est très intéressante. L'étape 2, avec double passage, y compris arrivée finale à Mur de Bretagne, donc on connaît bien hein, ça, hein, on l'a déjà vu, il me semble, 2 autres fois sur le Tour de France, non? C'est pas ça. Voilà, donc ce qui fait que moi je suis pas, c'est pas mon kiff. Le Mur de Bretagne, je suis pas bon là-dessus, en fait. Je l'avais joué déjà sur d'autres versions du Tour de France. J'ai du mal à le gérer, ce qui est pas, bon voilà, c'est comme ça. Du coup, j'ai pas une confiance infinie comme si je m'imposais à chaque fois, par exemple. Et pourtant, Dieu sait si on a le matos, hein. On a le matos. Alors, je vais être tenté dans cette première semaine là de jouer tantôt pour Pedersen, tantôt pour Stuyven au niveau des sprints. On essaie de grappiller toujours une fois encore les points pour le maillot vert. Ça, je l'avais annoncé depuis un certain temps. Hein. J'avais annoncé que suite à son quadruplé flandrien, euh, Jesper Stuyven, bon d'ailleurs ça allait même encore un petit peu plus loin, mais puisqu'il y avait Brabant, Pile et Amstel aussi dans la foulée, mais je vais annoncer que l'objectif suivant pour Stuyven, qui a un petit peu gagné tout ce qu'il a voulu en ce début de saison sur la période des classiques, son objectif à lui maintenant était un maillot vert sur le Tour de France, donc comme il est loin d'être le meilleur sprinter du lot, il va devoir un certain nombre de fois essayer de viser de prendre des points au sprint intermédiaire. Le Tour de France le permet, le Giro le permet moins, la Vuelta également le permet moins. Mais là, c'est une spécificité du Tour de France où il y a comme ça toujours 20 points, 17 points, 15 points, 13 points, etc. sur les sprints inter. Les 15 premiers qui franchissent le sprint intermédiaire sont payés, hein, entre guillemets, ils ont des points. Donc, même aller faire une 7e ou une 6e place, si vos rivaux ne marquent pas de points ou en marquent moins, ben c'est toujours une bonne affaire. Allez, on arrive justement au premier passage sur le mur de Bretagne. Voilà, donc j'essaye de devancer. Il faut bien se rendre compte que en face, ça roule à bloc aussi. Hein. Donc, Deceuninck Quick-Step, là, est assez prodigieuse. Sénéchal qui emmène tout le monde, ça fait un peu marrer. Meilleur également pour Mitchelton Scott qui jouera très vraisemblablement pour Adam Yates, sachant que Simon Yates, on l'avait croisé sur le Giro et il n'est pas présent ici, sur ce Tour de France. Pour ce qui est par contre de Deceuninck Quick-Step qu'on apercevait, Julien Alaphilippe est bel et bien présent, et Remco Evenepoel est également là, donc à voir un petit peu ce que ça peut donner. Après, Remco n'est pas très très bien payé sur la database 2020 là en l'occurrence, donc bon, il progressera, on va dire. Donc je vais essayer de jouer pour Stuyven, tout en mettant dans la roue de certains favoris, Mollema et l'ami Nibali. Et en fait, bah c'était pas forcément la meilleure idée de la Terre en fait. Regardez, c'est marrant, il y a Alaphilippe, donc voilà, Godu, Adam Yates, Arnaud Desmar, très très bien présent, ce qui prouve on avait quand même raison de tenter le coup avec Stuyven, mais ça n'a pas été lâché dans le bon tempo, je pense. Après, la victoire, je m'en veux pas, mais la deuxième place, je pense que c'était négociable en échelonnant un peu mieux les accélérations des lanceurs, puis du sprinter. Tu vois, il fallait décaler en fait. Hein, ou alors rajouter un relais de plus, enfin... Je vous ai dit, hein, de toute façon, au début de l'étape, c'en est une que je n'ai pas l'habitude de bien jouer, et ça aurait été encore le cas. Je la joue très mal. Donc, c'est pas bien grave, il y a encore beaucoup d'opportunités de faire des choses plus positives. Euh, Étape 3, celle-là, on s'attend quand même à du sprint. Hein, on s'attend à du sprint à l'arrivée. Il n'y a pas trop de discussion là-dessus. Donc, ce qu'il faudra juste voir, c'est si on joue pour plutôt Stuyven ou plutôt Pedersen, mais vu la forme du jour de Mats Pedersen, bah, l'histoire elle est un peu décidée dès le début, hein, dès le début de l'étape, donc on va jouer pour Stuyven. Stuyven qui a un petit maillot vert sur les épaules, mais la lutte sera sans merci, donc
On va éviter de croire que on a fait quoi que ce soit. Vous voyez, Arnaud Desmar et Dylan Groenewegen se battent très très bien. Et la bataille existera pendant un bon moment. Hein. Ça va être très très serré, cette bataille pour le maillot vert, avec de nombreux rebondissements. Ça sera très intéressant. En tout cas, moi, elle m'aura tenu en haleine. Euh, Allons-y. On est maintenant dans le final. Et évidemment, bah, on connaît un peu les favoris. Je tiens à signaler qu'il y a aussi Fernando Gaviria qui est présent. Donc il peut nous en claquer une un de ces jours. Français Christophe Laporte, hein, qui est toujours parfois surprenant. Il sort comme ça, il peut aussi en prendre une. Peter Sagan, je pense qu'il a abandonné. C'est malheureux, mais il a abandonné assez rapidement. Fracture du poignet ou quelque chose comme ça. J'ai vu ça dans les news. Donc pour ce qui est de Sagan, bah, c'est dommage. Il aura pas fait bien long feu. Hop là, on traverse sur un petit détail là de cartes, flamme rouge. Allez, 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 allez. Ah, ça va être tendu. Il y a des gens qui vont plus vite que mon petit Stuyven. Et oui, on peut pas non plus tout faire. Solo vient prendre la 5e. Et puis après, il y a les 3 intouchables. Gaviria, Desmar et Groenewegen juste avant. J'ai la satisfaction d'avoir battu Matthews, Laporte, Solo notamment. Bon voilà, de toute façon, c'est sur la régularité qu'on arrivera ou pas à avoir ce maillot vert. Donc pour le coup, vous voyez, hop, il change d'épaule. C'est Arnaud Desmar qui endosse le maillot vert au soir de l'étape 3. Ensuite, l'étape 4, Redon-Fougères, est une forme de remake de l'étape 3 dans le sens où bah, on va de nouveau avoir droit à un sprint massif très probablement en début de Tour de France comme ça sur Pro Cycling Manager. Euh, Mode extrême, c'est rare qu'une échappée à l'étape 4 sur un profil pour sprinter l'emporte. Hein. Enfin, je veux pas dire, mais j'ai rarement vu ça. La seule différence avec l'étape précédente, enfin une différence notoire, c'est la position du sprint d'intermédiaire. Assez proche de l'arrivée, alors que l'autre était un petit peu plus lointain. Donc ça va pas nous empêcher d'essayer de le jouer un petit peu, hein, sans trop se cramer, mais après il y a moyen de récupérer de la barre, même sur une trentaine comme ça, ou quarantaine de kilomètres. Allez, Schleunz, Pedersen qui lâche ensuite la bête. Stuyven, yes, c'est bien d'avoir pris ces points-là. Stuyven qui s'impose ici face à ses rivaux directs, je dirais, pour le maillot vert. Enfin, Groenewegen ne l'a pas fait, mais d'autres l'ont fait, notamment Arnaud Desmar. Puis après, dans le final, alors c'est pas pour prendre les points de la montagne du tout, c'est plutôt pour essayer d'accélérer, de faire un petit peu exploser le peloton. Enfin, ça finira un peu par payer, parce qu'il y a un peloton un peu scindé en 2 groupes de 80 à peu près. Euh, donc l'accélération paye. Maintenant, est-ce que vraiment ça va faire des cassures sur les favoris? Non, non, non. Pas sur les favoris. Et quelque part, tant mieux, parce qu'il y a comme ça une certaine forme de réalisme. Allez, Stuyven s'est imposé à l'intermédiaire. Est-ce qu'il va être capable de rééditer son exploit sur la ligne d'arrivée? On est plutôt pas mal situé, j'avoue. Pas mal situé. Regardez, on y croit, on y croit, on y croit. Alors, c'est pour qui? C'est pour Groenewegen. Et cette fois-ci, on doit se contenter d'une deuxième place. Donc, du très très bon Stuyven sur ce coup-là, qui vraiment aura été en plus bien correctement emmené par ses camarades. Et ce qui nous fait du coup bon bah un petit rapproché au bonif, mais ça c'est pas trop important. On reprend le maillot vert. Et oui oui, on va pas s'arrêter, la bataille va être longue. La bataille sera très longue entre tous ces hommes-là. Et attention, les pics sont déclenchés, je vous l'avais annoncé. On a, vous voyez par exemple, du plus 6 prévisionnel pour Nibali, même si c'est du plus 4 affiché. C'est assez excitant. Hein. Ça veut dire qu'on aura beaucoup plus qu'une chance sur 2. Je dis beaucoup plus, on est plus proche des 75% d'avoir plus 5, quoi. 75% de chance d'avoir plus 5. Là, on rigole un peu moins. Hein. Donc, ça sera pas de trop. Parce que le parcours, quand on le reconnaît, là, ici, je le fais avec Mats Pedersen, qui n'est pas d'ailleurs le plus pourri de la bande, au niveau tracteur pour rouler.
En l'occurrence, là, il emmène pas un groupe, il s'emmène tout seul. Vous voyez, le petit maillot distinctif du champion ITT du Danemark. Donc ça, c'est pas, j'en suis pas responsable, ça a été simulé. Et c'est lui qui s'est imposé. Euh, Pourtant, il y a des clients, hein. Mais bon, voilà. Donc, bah, qu'est-ce qu'on peut signaler? Une première difficulté, on était passé dedans vraiment au départ. Ensuite, une deuxième difficulté située entre le premier intermédiaire et le deuxième intermédiaire. Et puis, il faut faire très attention à cette toute dernière difficulté, qui est courte, mais qui peut faire très très mal. Elle me fait penser, vous savez, à ce qu'on avait à environ 1 km, 2 km de l'arrivée du contre-la-montre de Pau. C'est pour ça que dans ma vidéo précédente, je vous disais que le final de celle-là, de celui-là de contre-la-montre, me fait penser au final de Pau. Par contre, la première partie du contre-la-montre de Pau sur Tour de France 2019 était beaucoup, il y a beaucoup plus de pourcentage, c'est beaucoup plus vallonné, hein, que ce que ne l'est celui-là. Mais par contre, sur la dernière partie, assez roulante, avec quand même de l'énergie à conserver sur Pro Cycling Manager, pour la boss finale et essayer de terminer très très fort. Voilà, ça me rappelle un peu cette config. Vous voyez, ils y passent tous. Voilà, je me suis un peu ajusté. J'ai fait du 74-75 la majeure partie du parcours. Et ça termine, là par contre, faut pas se priver, hein, termine à 80, 85, 88 pour certains. Allez, Vincenzo, c'est à toi. Alors, une fois n'est pas coutume, ben, vu que c'est en fait capital, les contre-la-montre sont capitaux, hein, sur ce Tour de France. Enfin, il y a aussi les arrivées au sommet, me direz-vous, et les étapes de montagne de manière générale, mais aussi les étapes vallonnées, en gros tout, quoi. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que euh, le contre-la-montre est tellement essentiel que là, pour le coup, j'ai un peu accéléré, mais j'ai presque pas fait de montage sur le passage de Nibali et sur le passage de Mollema, parce que les deux sont essentiels si on veut commencer à se situer correctement. Les principaux rivaux là, sur ce tour se nomment Egan Bernal, qu'on avait vu en immense forme sur le Tour de Suisse, Primoz Roglic, ainsi que Tom Dumoulin sont bel et bien présents. D'ailleurs, George Bennett est également présent avec un très très bon Lorenz de plus. Alors qu'on voit que Nibali fait un bon intermédiaire 1. Voilà, ici il y a du pourcentage. C'est un endroit qu'il faut essayer de ne pas négliger. Moi je vous ai dit, hein, je reste quand même plutôt là à 74-75 très longtemps et je mise tout sur le final pour essayer de faire très très fort. Voilà, donc c'est une tactique comme une autre, hein, mais c'est parce que j'ai peur de perdre de la barre et de ne pas pouvoir finir à bloc comme je le veux. C'est pour ça que j'économise avant. Il y aurait une autre stratégie qui consisterait dans chaque boss à se mettre à 80 et à essayer de mettre du 74 sur le plat ou sur les descentes, j'ai fait au plat descendant. Mollema, pas trop mauvais aussi, le premier intermédiaire est pas mal. Et pas mal du tout. Donc voilà, il y a plusieurs manières de jouer tout ça. Euh, je vous avoue que moi, c'est un peu à force de l'habitude que je préfère jouer les choses de cette façon-là. Il fait un peu moins de 30 km ce contre-la-montre. Ça aussi, c'est un paramètre à prendre en compte parce que plus le contre-la-montre est long, plus l'IA risque de mal gérer sa barre sur la toute fin. Donc oui, ben, on est obligé de jouer aussi en fonction de ce qu'on a déjà observé du jeu, hein. Forcément, allez, Nibali arrive à quelques kilomètres de l'arrivée comme ça. Voilà, on va apercevoir la flamme rouge et ici pouvoir, regardez, c'est ce petit endroit là où je veux passer très 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 rapidement. Voilà, 85. En conservant du jaune si possible, voilà, jusqu'à la fin, c'est ce qui compte. Très bon temps, hein. Très très bon temps pour Vincenzo Nibali. Certes avec une très bonne forme du jour, mais celle-là n'arrive pas au hasard, donc je le mentionne, mais je ne considère pas que c'est un miracle. La même chose pour Mollema. Mollema est aussi à plus 6 prévisionnel fictif, donc à partir de là, proche des 75, 70-75% de chance d'avoir le plus 5. À partir de là, ce n'est que justice de le prendre. Allez, je crois que Mollema est dans des temps qui sont un tout petit peu meilleurs que ceux de Nibali. Après, ça s'explique parce qu'il a l'excellent plus 5
avec des notes de base qui sont un poil meilleures que celles de Nibali. Et oui, regardez, Mollema qui va réaliser comme ça un excellent temps. Voilà, je vous parlais des favoris. Bah, par exemple, Geraint Thomas, quand on a cette cinématique-là, ça veut dire que l'IA aurait pu mieux gérer. Alors, contre-exemple, regardez Roglic. Il est sur une cinématique un peu pourrie. Alors, rien ne nous dit non plus qu'il n'a pas un peu perdu ce qu'il avait comme avance sur la toute fin. Hein, moi, c'est mon analyse. C'est qu'il a dû rouler, il a roulé tellement bien avant, il devait tout avoir explosé sur les deux premiers intermédiaires, que du coup, on a l'impression qu'il rame à la fin, mais en fait, il gagne quand même l'étape, quoi. Donc c'est assez monstrueux. Pinot ne fait pas un grand contre-la-montre. Il fait pas un grand contre-la-montre. Julien Alaphilippe, me direz-vous, bah celui-là est taillé pour lui. Hein. Excusez-moi, mais il est taillé pour lui. Et le Julien confirme le fait que c'est taillé pour lui. Il est leader du général. Avance contre-la-montre. Le sera-t-il après? Attention. Eh bien non. Au milieu du champ de blé. Alors là, c'est quand même mythique, quoi. Le champ de blé devant le podium, là, ils sont limite moqués quand même. Euh, Et il n'y a quand même pas des champs de blé dans les villes en France, même si c'est des endroits où il peut y avoir des cultures, quoi. Mais je sais pas. Là, pour le coup, je me marre. Et limite, ça me ferait penser que c'est des gens qui sont pas français, quoi. Pour faire ce raccourci. Mais bon, bref. C'est peut-être aussi une blague, hein. Peut-être une private joke de leur part. En tout cas, Roglic se retrouve maillot jaune. Quand j'ai numéré les favoris, on va quand même pas le mépriser. Christopher Froome est bel et bien présent. Maintenant, est-ce que c'est un favori chez Ineos dans ce contexte-là? Mais non, il y a Egan Bernal à 83 montagnes. Donc, il n'est que simple lieutenant, voire même option pas prioritaire en cas de problème pour Bernal. C'est Geraint Thomas qui paraît être la deuxième option. Donc, Froome est un équipier de luxe. Hein, donc, on verra quel rôle comme ça il peut prendre au fil du temps. Il y a un moment qui sera rigolo avec Christopher Froome. Ensuite, chez Ineos, parce que je vous ai nommé quelques-uns des lieutenants. Côté Jumbo Visma, il faudrait juste y rajouter la présence évidemment de Wout van Aert. Quand vous verrez un maillot de champion de Belgique, c'est lui. Et aussi l'inusable, l'inoxydable Mike Tennyson, qui est aussi un drôle de moteur, celui-là. Et puis après, chez Ineos, on a Van Barle, qui franchement fait du bon boulot. Gianni Moscon aussi, peut-être un peu moins présent que Van Barle. Et puis voilà, après, je vous l'ai dit, Froome, Sosa, ils ont emmené Sosa aussi. Donc voilà, intéressant. Mais ça, on retrouvera ça un petit peu plus loin. Après, sur les favoris, alors qu'on aborde ici le sprint de l'étape 6, sur les favoris, on est obligé de nommer Tadej Pogacar, puisqu'il est bel et bien là, le Slovène. Julien Philippe, je vous ai déjà décrit ce qui se passait chez De Koning Quick-Step. Je dirais après que dans d'autres équipes, ouais, là c'est Gaviria qui va la prendre face à Groenewegen. C'est un sprint celui-là que j'avais joué pour Pedersen. Bien mal m'en a pris, mais en même temps, fallait bien en tenter un, quoi. Hein. Fallait bien tenter un. Idéalement, j'aimerais bien lui faire gagner une étape à Mads Pedersen sur ce tour. En tout cas, ce serait une belle réussite parce qu'il n'est pas sur une saison très très couronnée de succès, je dirais. Hein. Il aura beaucoup été au service de Stuyven. Donc, il serait très très bon qu'il en gagne une. Puisqu'en plus, Mads Pedersen est jeune. Il est un vrai projet d'avenir. Cette équipe Trek Segafredo ne contient pas énormément de jeunes coureurs qui pourraient progresser et gagner. Hein, sur les plus connus, on pourrait mentionner quoi? Pedersen, mais on le connaît déjà. Puis un peu moins connu, Quinn Simmons, peut-être. À part Nicolas Conchi, peut-être. Mais sinon, après, franchement, sur les types sur lesquels on peut éventuellement croire, on aura toujours des surprises, forcément, parce que le sport est plein de surprises, mais là, dans la partie, je m'attends pas à des miracles, en fait. Hein. Tiens, composition de l'échappée. Alors, en fait, ça, c'est juste parce que j'ai envie d'aller faire les points.
et je veux placer des mecs à l'avant dans cette étape qui me paraît très difficile. Donc Stuyven, Pedersen sont envoyés, ils ont suffisamment de retard maintenant au général, donc il n'y a aucun problème. Ils ont le droit de sortir. En plus, c'est une étape classifiée vallonnée. Elle est très intéressante celle-là, hein. Moi je la considère comme une forme de classique. Elle est... En tout cas, imaginez une classique comme celle-là. Je pense qu'elle serait super spectaculaire. 240 bornes, hein, faut-il le rappeler. Alors là, j'ai fait l'intermédiaire aussi, hein, il y avait quand même ça en tête, hein. Stuyven, la lutte avec Arnaud Desmar, qui ne s'est pas fait prier non plus pour aller chercher des points. On s'aperçoit qu'à ce stade-là, Alaphilippe a l'avantage sur le maillot par points. Je pense pas que ce soit son objectif. Il y aura d'autres coureurs qui se manifesteront pour essayer d'aller chercher ce maillot à poids un peu plus tard. C'est très accidenté, hein. C'est vraiment sympa, hein. Très très jolie, très jolie étape, elle me plaît beaucoup. Devant, eh bien, le regret, c'est que il n'y a pas une avance extrême, quoi, hein. Du coup, je me décide à sacrifier, à me dire encore, oui, oui, non, mais là, il faut ce qu'il faut, hein. Pedersen s'est donné à fond pour mettre Stuyven dans les meilleures conditions possibles, parce que Stuyven est un peu plus polyvalent en vérité, et est capable de terminer seul, il est capable de peut-être supporter les pourcentages un petit peu mieux que Pedersen. Regardez ici, il réagit un peu mieux à l'attaque de Tosh Van Der Sande que ne l'aurait fait Pedersen. Je vais même, allez, petit plaisir personnel, me permettre de franchir le GPM en solo. Il aura vraiment mis la misère, mais bon, c'est un plaisir de courte durée, parce qu'en fait, le peloton roule trop fort. Le peloton roule beaucoup trop fort. Stuyven n'ira pas bien loin. Mais c'est une étape qu'il aurait pu envisager de gagner si on était resté comme ça à quelques-uns dans l'échappée et que le peloton s'était regardé. Vous savez, comme ça peut arriver parfois sur certaines étapes qu'on a connues, ou que je vous ai déjà proposé de ci, de là en vidéo sur l'une des 2-3 dernières années. Hein, étape de Giro que tu gagnes comme ça un peu sur malentendu avec l'échappée qui finalement est abandonnée par le peloton. Ouais, ça peut. Mais sur le Tour de France, c'est quand même plus dur. Ou alors il faut avoir un mutant, je me dirais, Stuyven est un mutant. Attention, dans le final, regardez, il y a les plus forts qui sont sortis avec quelques secondes d'avance. Godu, Pinot, Alaphilippe, Adam Yates, Romain Bardet, lol. Là, il y a du français, hein. Il y a du français au mètre carré. Il manque que Guillaume Martin et Warren Barguil et Pierre Latour, et puis vous avez les meilleurs grimpeurs punchers de PCM français. Voilà, donc on va pas s'affoler. Tiens, c'est intéressant. Il semblerait que Roglic travaille pour Tom Dumoulin. Ça, c'est quelque chose, ça m'apprendra. Je vous disais dans l'épisode précédent, parce qu'on avait le scénario entre guillemets habituel où Dumoulin s'effaçait légèrement devant Roglic. Là, il semblerait que sur le Tour de France, ce soit plutôt Roglic qui s'efface derrière Tom Dumoulin. Alors le problème, c'est que vous voyez, dès qu'on a un peu d'avance, mais ça, c'est pas la première fois, hein, que je le vis et que je le partage. Dès qu'on a un petit peu d'avance, en fait, sur un groupe comme ça de 7-8 qui sortent avec des poursuivants, ça arrête de rouler. Et si ça s'arrête de rouler, honnêtement, c'est pas à mon avantage pour Mollema. C'est plutôt l'avantage de... Ouais, alors là, la cassure. Oh là là, Bernal. Comment Bernal peut-il se manger une cassure ici? Comment Guerin Thomas, même Nairo Quintana et pas que, il y a aussi Miguel Angel Lopez. Non, Lopez, ça va, il a limité les dégâts, mais il y en a certains qui ont pris du retard de manière totalement inconsidérée. Ouais, donc, fin d'étape, pas pour nous, quand même l'avouer. Trop dur. Trop dur quand ça s'arrête comme ça collabore plus. Soit tu te crèves et tu fais le boulot pour les autres, soit t'attends et t'es obligé d'attendre. Et à ce moment-là, tu te fais cueillir aussi. Donc quelque part, c'était soit tu perds, soit tu perds. Donc on a perdu. Et on attaque ici l'étape 8. Alors, autant sur l'étape 7, elle a été magnifique. En plus remportée par Julien Alaphilippe. Rien à dire. Stuyven ici souffre à suivre Warren Barguil. C'est très très dur pour Stuyven sur les pourcentages là de suivre Barguil, mais d'un autre côté,
c'est quand même bien d'être dans l'échappée avec Warren Barguil, parce que ce coureur souvent fait de belles choses en échappée. Alors, ta précédente, donc, très, très belle, mais n'a pas vraiment profité à l'équipe. Ouais, si on met de côté le fait que certains ont un peu perdu du temps, mais à ce moment-là, on est nombreux à avoir bénéficié, par exemple, du craquage de Bernal sur l'étape précédente. Autant cette étape 8, j'ai un autre projet en tête, c'est que en fait, vous voyez, j'ai envoyé Simmons et Stuyven à l'avant. Alors, Stuyven, c'est pour prendre des points, mais c'est aussi pour passer les difficultés un petit peu avant et pour pouvoir éventuellement protéger Nibali ou Mollema sans s'être épuisé auparavant et donc les protéger une fois que leur premier soutien bah, se seront crevés, hein, malheureusement. Simmons, même calcul. Simmons est aussi là pour soulager Stuyven dans l'échappée. Donc l'opération point a fonctionné, mais le plus dur arrive. Le plus dur, c'est maintenant. Alors là, écoutez, il va y avoir du pourcentage. Ça va être très très violent et ça va vite s'avérer beaucoup trop difficile pour nous. Surtout que derrière, ça roule pas mal. Donc Simmons a déjà été repris. L'ami Stuyven, voilà, sera repris sans trop tarder. Donc on va là, voilà, le réinsérer là, hop, dans une roue, et puis il devra aider un petit peu plus loin. On est en train de perdre au fur et à mesure. On a déjà perdu Pedersen, on a déjà perdu Alex Kirch, on est en train de paumer Skuins. On perd à peu près la moitié de nos équipiers là-dessus. Même Brandbilla et Steven sont pas fringants à la suite de cette première ascension. Et c'est loin d'être fini. Hein. Donc attention, col de Rome en plus. Oh non, oh non. Terrible. Et les pourcentages sont très très forts en fait. C'est un col qui est dans les Alpes, mais honnêtement, ça pourrait être plutôt un col pyrénéen, hein, quand on voit, et même au-delà de pyrénéen, quoi. Pyrénées, souvent, c'est 8% en moyenne, quoi. Là, col de Rome, c'est affreux. C'est un mur. Et donc, c'est vrai que quand en plus, on n'a plus de soutien, on se retrouve là avec l'attaque de certains favoris. En plus, ils sont assez nombreux. On ne sait pas exactement qui est plus fort. Les rapports de force, on les connaît pas trop. C'est aussi ça qui est intéressant. Pogacar est-il plus fort que Bourgman? Pinot est-il meilleur que Dumoulin? Où en est Bernal? Etc. etc. C'est pas forcément évident. Roglic aussi. Quel est son niveau réel? Va-t-il continuer à travailler pour Dumoulin ou pas? Bref. Au sommet du col de Rome, vous voyez, j'ai pas fait de choix entre Mollema et Nibali. Ça, c'est volontaire. En fait, je veux choisir le plus tard possible. Je veux choisir le plus tard possible parce que les deux sont très bien préparés. Attention, elle est méchante cette attaque-là. Dumoulin, Pogacar, Pinot. Et là, ben, je vais faire le choix. Vous voyez, je vous disais, j'ai pas pu faire le choix avant. Col de la Colombière, dans la foulée du col de Rome. Ouais, ben là, j'ai fait un choix. Il fallait en faire un. Et l'ami Mollema va devoir protéger Nibali pour ce qu'elle essaie de rentrer sur les favoris qui nous ont vraiment pas attendus. Alors Roglic a un roule Nibali. Si on rentre, est-ce qu'il va lâcher? Oui, il a pas l'air bien. Après, il peut encore rentrer. Hein. Ils ont de la ressource, ça va. On est revenu sur les tout meilleurs, à l'exception de Bourgman, qui s'est fait la belle devant. Donc Bourgman en tête dans la Colombière. Mollema qui quand même s'accroche. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde est mort. Roglic qui a du mal à boucher. Dumoulin semble un peu au-dessus. Waouh. Bernal, hein, c'est Bernal que vous apercevez à gauche de Nibali là immédiatement. Voilà. Donc, groupe qui souffre. Bourgman qui franchit en premier le GPM. Et moi, j'avais libéré un peu de. Je vais garder un petit peu de barre rouge là, le peu que j'avais glané, pour essayer, évidemment, d'attaquer cette descente à bloc. Parce que quelle est la différence entre Mollema et Nibali? Il y en a pas mal. Hein. Mollema est plus puncher. On peut dire aussi que ils ont la même note de montagne là. L'autre un peu meilleur en vallon, Mollema. Par contre, il y a un truc sur lequel Nibali est meilleur. C'est la note de descente. Donc, il faut exploiter ce truc-là. Et en plus, c'est pas la seule fois dans le Tour de France 2021 qu'il y aura une arrivée après une descente. Hein. C'est un truc qu'on va retrouver plusieurs fois. Donc, à partir de là, tout ça seront des opportunités. Alors là, j'ai fait pause
parce que j'ai voulu caler mon Mollema dans une bonne roue. J'ai pris celle de Dumoulin pendant que je tirais la bourre avec Bourkman à l'avant avec Nibali. Vous allez voir, pas pour rien que je vous l'ai montré, parce que ça a son importance juste après. Parce que je me dis, du coup, Mollema perd pas de temps, vous voyez. Et donc, Nibali, bah là, je m'amuse pas trop à essayer de jouer au plus malin. Hein. C'est à fond, à fond, à fond, parce que vous voyez, 40 secondes, il y a moyen de gagner du temps, punaise. Et le temps, c'est le plus précieux, là, pour le coup. Et ouais, mais sauf que du coup, j'étais un peu court. J'étais un peu court. Bourkman, super bien géré le coup. Et regardez, donc apparemment, il y a eu une chute. Il y a quelques coureurs comme ça qui ont chuté. Moi, j'étais totalement absorbé par ce qui se passait devant, en fait. Et c'est qu'après, en faisant le montage, en regardant, que je me suis aperçu de la chute. Vous avez vu, il y en a encore qui ont perdu très très gros sur cette étape-là. Hein. Notamment Julien Lafilippe, à ma grande surprise, alors que c'est vraiment une étape pour lui. Mais bon, étonnant. Vu ses notes, franchement, tu peux pas craquer là, franchement. C'est abusé. C'est abusé. Donc Nibali perd du temps sur Bourkman et lui laisse la victoire d'étape. Bon, ok. Mais prend le jaune. Et ça, c'est important. Alors, il y a 5 hommes en 40 secondes. Donc, il n'y a pas non plus de quoi pavoiser, d'accord. Mais, quelque part, quand même, c'est plutôt une bonne chose. Bonne petite étape que cette prise du maillot jaune par Vincenzo Nibali. Donc je suis bien content. Dans la foulée, Cluse-Tignes, c'est une étape là qui est assez monstrueuse avec arrivée au sommet. Donc c'est un premier juge de paix sur ce Tour de France pour continuer à voir si les forces en présence sont bien celles qu'on croit ou est-ce qu'il va y avoir des surprises. Euh, Montée de Tignes pour finir. Elle n'a pas d'un pourcentage très très fort. En revanche, il va falloir voir dans quel état on y arrive et avec combien d'équipiers. Donc, première phase, évidemment, j'envoie Stuyven devant, mais ça, c'est plus pour faire la chasse. Parce que je tiens absolument à essayer de prendre un peu d'avance sur Arnaud Démare, parce que Arnaud Démare, il va plus vite au sprint. Lui, il est capable à tout moment de gagner une étape au sprint. Alors que moi, pour en gagner une au sprint avec Stuyven, il faut que je m'accroche quand même. Hein. D'ailleurs, il n'y en a pas encore eu. Et du coup, c'est pour ça que j'ai besoin de récupérer mes petits déficits là, de points dès que possible, hein, quasiment. Hein, on va pas se mentir. Donc, le franchissement de la première difficulté est quand même relativement délicat. Et on s'accroche. Hein, il n'y a plus beaucoup de barres, mais il faut quand même collaborer, parce que si on ne collabore pas, on risque si vous voyez, le peloton est quand même pas. Bon, là, ça va, il est un peu plus loin au moment où on franchit, mais il y a eu un moment où quand même le peloton n'avait pas encore trop lâché. Stuyven prend les points de deuxième, là, ça va. Il n'y a pas non plus mort d'homme. Ça permet d'avoir un petit différentiel sur Arnaud Démare. Et dans la foulée, voilà, col des saisies. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'accroche ou est-ce que quelque part on se relève, quoi? Hein, vous voyez, est-ce que je le rabats de suite ou est-ce que j'attends et je mise sur la descente du col des saisies après pour récupérer. Voilà, il y a comme ça plusieurs manières de faire. Alors moi j'ai essayé de m'accrocher. J'ai essayé de l'accrocher parce que quelque part quand t'es devant, t'as pas envie de te relever nécessairement quoi. Et puis après en fait tu t'aperçois que il y a vraiment pas moyen. Il n'y a vraiment pas moyen. Donc, à partir du moment où ça a roulé beaucoup trop fort devant pour nous, on aperçoit Rémi Cavagna qui s'est bien accroché derrière notamment Warren Barguil sur ce GPM. Euh, ouais, moi je pense que de toute façon il n'y avait pas à trop espérer s'accrocher avec Stuyven. Néanmoins, regardez, il est plus qu'à 1 minute de la tête alors que le peloton est à 6 minutes. Donc quelque part, il y a peut-être encore une mini-carte à jouer si Stuyven arrive à récupérer l'avant. Mais bon, pour se faire éclater dans le col du Pré, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc à voir un petit peu l'évolution de cette ascension. Col du Pré, on parlait de violence tout à l'heure là sur l'étape précédente avec le col de Rome. Mais là... Col du Pré, excusez-moi quoi. Le premier tiers est sympa, mais la suite, elle est affligeante quoi. C'est d'une violence là encore à laquelle on est, on va dire, pas tout le temps habitué sur le Tour de France. Hein. Dans les Alpes, surtout, c'est souvent plutôt du 6
6,5-7% de moyenne, avec peut-être certes de longues ascensions parfois, mais là, c'est quand même assez violent. En plus, c'est un rétrécissement de la route. Alors ça, c'est assez, c'est toujours excitant hein, sur Pro Cycling Manager. Quand on, quand on y a un rétrécissement de chaussée, on peut se prendre comme ça des cassures assez violentes. Alors après, là, l'arrivée est très très lointaine. Il y a 1000 raisons de recoller et de pas se manger ce trou de manière irrémédiable. Hein. Mais très sympa. Regardez, en plus, la vue, elle est jolie. Très très jolie carte. Enfin, le truc est bien modélisé. C'est assez appréciable, même si bon, tous ces arbres là commencent à nous gonfler là. Faudrait un peu les couper là, s'il vous plaît. Hein, quand il y a le Tour de France qui arrive, coupez-moi les arbres là. Allez hop, à dégager. Je rigole, hein, voilà, je veux pas froisser les consciences écologistes qui sommeillent en certains d'entre vous. Christopher Froome, voilà, c'est la scène un peu ubuesque ici, où il est là, lui. Christopher Froome, lui, il est 20 mètres devant le peloton. Il s'est dit, écoutez, j'ai envie de montrer que je suis fort, j'appuie pas plus, je vous donne une chance. Et bon, bah, si vous êtes capable, bah, reprenez-moi les 20 mètres. Bah, en l'occurrence, il se les a fait reprendre très vite. Non, mais en fait, ce qui était rigolo, c'est que cette scène avait duré, je sais pas moi, peut-être dans le jeu là, hein, 2-3 kilomètres. Ça avait duré un petit moment, sauf qu'avec les arbres, on voyait pas. Euh, mais Froome était là comme ça, puis Bernal n'arrivait pas à boucher, et puis il semblait attendre. Alors vous voyez par exemple, Miguel Angel Lopez, il a craqué. Stuyven, c'est normal qu'il ait craqué. Lopez, c'est un peu 81 en montagne sur une étape comme celle-là. Il a dû se manger une mauvaise préparation ou alors une forme du jour archi négative de derrière les fagots, parce que sinon c'est pas possible de lâcher à cet endroit-là. Allez. J'aurais bien aimé voilà, bénéficier du soutien de Scoins ou de Stuyven. Et en l'occurrence, ce sera impossible de les faire rentrer l'un comme l'autre. Le mieux placé, c'est Scoins. Le moins bien placé, c'est Stuyven, mais aucun des deux va rentrer. Aucun des deux va rentrer, il va falloir se débrouiller avec Bauke Mollema et Vincenzo Nibali. Alors c'est vrai que, vu le classement général, hein, le glissement, il s'est fait insidieusement. C'est-à-dire que, à un moment donné, souvenez-vous, c'était juste avant un sommet, là, sur l'étape d'avant, où on s'aperçoit qu'en fait, Nibali a mortellement, il a plus de barres rouges, quoi. Il a mortellement besoin du soutien de Mollema pour pouvoir franchir le col avec les tout meilleurs. Bah, là, c'est un peu... du coup, bah, ce qui en découle, c'est quoi? C'est un petit écart au classement. Et puis le fait que du coup, bah, Mollema va devoir continuer à se mettre un petit peu au service de Vincenzo. Hein. Ouais, bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Thibaut Pinot a les fourmis dans les jambes. Adam Yates lâche un poil. Voilà. Moi, je reste derrière. Hein. Pas besoin non plus de truster les premières places du groupe. Hein. Laissons-les s'exciter. Et puis au moment où ça va se calmer, où il n'y aura plus que 6 ou 7, de toute façon, bah, on sera forcément pas loin. Hein. Donc je préfère y aller doucement. Sur montée de Tignes, en plus, le pourcentage n'est pas immense. Hein. Y a le passage, hein, les petits à-coups, hein, fatalement, vous voyez en haut à droite là, la carte, mais honnêtement, c'est pas déraisonnable. Ça permet de monter à un certain train assez longtemps et pas besoin de se fusiller sur des accélérations, sur des attaques. Hein, je veux dire, donc voilà, on revient au train relativement aisément. Il va juste falloir limiter les dégâts. Il y a encore un petit passage rouge là. Attention, un petit passage rouge. Et après, on arrivera au GPM. Puis, ce sera un petit peu le replat dans la station. Donc, voilà. On va essayer de contrôler tout ça. En plus, tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Du coup, je me dis, allez, tiens, Bernal tout seul devant, là, ça m'énerve. Les deux autres, à la limite, je m'en fiche. Je joue pas le général. Mais Bernal, je voulais reprendre. Parce que ça faisait longtemps qu'on était derrière lui, mais finalement, on revenait jamais. Il y en a un qui va profiter pour contrer, c'est Henrik Mas. Donc, derrière Pogacar qui a fait semblant d'y aller, mais en fait, non. Et Bernal va de nouveau s'y coller. Ouais, ça fait un peu peine, hein, stratégie d'équipe Ineos, elle est quand même pas démente. Surtout que les coureurs n'ont pas l'air eux-mêmes d'être en super grande forme. Et donc, Warren Barguil, dont on a pu parler depuis un certain temps, mais qui était au début de l'échappée, souvenez-vous, avec Stuyven, est allé au bout. Donc, méga belle, monstrueuse étape
pour Warren Barguil. Il y en a qui ont pris très cher là. On les a vus juste insidieusement à Philippe à 2 minutes et Roglic également. Donc 1 minute de perdu sur Nibali au passage. Hein. Donc ça fait relativement mal. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des écarts qui commencent à se préciser. Du grand Barguil. Décidément, ce Tour de France réussit terriblement bien aux Français. Puis il y aura un coup dur par contre, voilà. La chance tourne. Notamment pour Thibaut Pinot qui avait gagné l'étape 1 et qui va devoir se retirer juste avant l'étape 10, victime d'un virus. Alors je ferai pas de blague, mais vous avez lu dans mes pensées. Voilà. Donc étape 10, sans transition. Sans transition, donc ça veut dire qu'il y a un mec en moins à 40 secondes. Hein. Faut quand même bien l'intégrer ça, mais de toute façon je ferai le point sur les classements après. Puisque cette étape 10 est la dernière de cet épisode déjà. Sinon, l'épisode il aurait fait... je sais pas, il aurait fait... si j'avais tout mis sur le même comme j'avais fait pour le Giro, la vidéo elle aurait fait 1h40, 1h50 quoi. Je me suis dit que cette fois on allait couper en deux parce que y compris pour les gens qui regardent, c'est peut-être pas forcément pratique de regarder un truc qui fait plus d'1h30 alors qu'à la limite 40-50 minutes, bon allez, ça peut se caser. Bon, en tout cas c'est ce que je me suis dit. Stuyven joue les points, on n'est pas surpris. Ça c'est... de toute façon vous me verrez jouer les points de longue. Hein. Oh, vous avez vu la puissance du type, il est lâche sur le plat. Bon, après, c'est pas non plus d'énormes coureurs en face dans l'échappée, hein. Mais il y a quand même Sutterlin, hein, qui est pas non plus dégueu. Il y avait qui? Il y avait Tom Scully, hein, c'est ça. Et puis, c'est qui voilà, Nicolas Mas. Donc, ouais, c'est pas dégueu, mais c'est vraiment impressionnant quand même la puissance de Stuyven. Voilà, hop, ici je me suis amusé à faire un petit sprint, juste pour, bon, comme ça, hein, en fait, juste pour frimer, hein, pour avoir l'air frais, après avoir piqué les points au pauvre gars qui s'arrachait pour glaner un malheureux point, ou deux. Donc, blague à part, l'étape ne promet pas d'être vraiment très favorable aux échappées. Alors je vais quand même essayer de durcir le ton. C'est de durcir là. Il faut essayer d'assumer et de rouler fort. Parce qu'on sait très bien quel est le rapport de force entre l'échappée et le peloton. Et que si à un moment donné on arrive à avoir collaboré suffisamment. Mais en fait, vous savez, ce qu'il faudrait pour que ça marche déjà, c'est pas ça. Ça aurait été qu'on s'attaque pas. Ça aurait été que au lieu d'avoir justement Mas, Pipo, Bimbo, là, qui sont quand même pas des coureurs de premier plan, il aurait fallu avoir, je sais pas, moi, Van Avermaet, Gilbert, vous voyez, tout ça. Là, on peut aller au bout, en fait. On peut aller au bout si on a 3-4 types qui roulent super bien, en fait, ou De Gent, ou que sais-je. Mais là, en l'occurrence, Stuyven était un peu seul au niveau de la qualité. Donc, c'était un peu rude. Ça n'ira pas au bout cette fois. Simmons, ça c'est juste pour m'amuser. Voilà, vent de face. Attention, hein, il y a plus de 20 km/h. Hein, donc, le sprint pourrait être marqué par ça. Et puis, je vais jouer du coup mon sprint avec Mats Pedersen. Allez, mon Pedersen. Eh ben non. Eh ben non. Et au final, Stuyven a quand même réussi à sauver des points. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce que 50 points Arnaud Démare. Hein. Sur le plat, c'est 50 points la victoire. Ça fait très très mal au classement. Au classement du maillot vert. Donc, on va le voir tout de suite. Alors, un petit point. Déjà, magnifique victoire d'Arnaud Démare. Ok. Nibali, 10 secondes sur Dumoulin, 18 secondes sur Bourgman. Et derrière, c'est quand même déjà un peu plus loin. Avec même Pogacar ou Bernal qui ont presque perdu le tour hein, à ce stade-là. Et puis, ok. Pour ce qui est du maillot vert, justement, là, on a Arnaud Démare qui a marqué de gros points sur cette étape-là. Je crois qu'il a mis quoi, une soixantaine de points en comptant l'intermédiaire, là, rien que sur cette étape-là. Ce qui nous fait un différentiel de
moins de 20 points. Donc là, il tient à un cheveu le maillot vert. Il va falloir se sortir les doigts pour essayer de le sauver. On finira tout ça à l'épisode 12. Ça commencera avec une étape que je considère déjà comme mythique, quoi. Quand on fait 2 fois le Ventoux. Sur l'étape 11, c'est monstrueux. Après 12, ça va, transition. 13, transition également, Carcassonne. Et après, on rigole moins. On rigole moins parce que c'est les Pyrénées avec quelques rendez-vous assez sympas. Ça, c'est une arrivée à Andorre-la-Vieille en descente. Ça, j'aime. Ici, arrivée à Saint-Gaudens, on verra qu'elle peut être assez fabuleuse. Puis après, vas-y, ramasse tes dents parce qu'il va y avoir 2 arrivées au sommet qui sont un petit peu dingues. La deuxième à Luzardiden. Après, on se repose à l'étape 19. Voilà. Avant un contre-la-montre, c'est celui dont je vous parlais, sur lequel il faut avoir encore un pic de forme parce que sinon, on se fait démonter. Puis après, c'est les Champs-Élysées. Ok. Donc, rendez-vous à l'épisode prochain pour la suite de ce Tour de France. Vous verrez qu'il peut y avoir de l'émotion. Hein. Franchement, ça peut être sympa. Et ouais, un mot, tiens, je le fais jamais. On peut dire 5 minutes là, même pas, sur le Tour de Pologne. En fait, ça m'intéresse pas des masses à la base. Mais vous voyez, j'ai envoyé les déchus du Tour de France. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le droit d'être alignés sur le Tour de France, les pauvres. Tellement c'était concurrentiel. La composition d'équipe, voilà, je l'ai bien bétonné, hein, quelque part. Puis après, attention, hein, on ne met pas non plus en balance une épreuve de 3 semaines avec une épreuve d'1 semaine, alors que, par exemple, Ciccone, Porte, Moschetti se préparent pour la Volta. Hein. Donc, c'est pas non plus totalement comparable. Toujours est-il que, regardez, c'est amusant, l'ami Moschetti, il va se farcir les 3 premières étapes en simulation de ce Tour de Pologne. Donc, il a bien fait de venir, lui. Hein. Derrière, Ciccone va exister, ainsi que Porte, pour se positionner au général derrière Koen Bouwman, Antoine Tolhoek, Ruben Guerrero. Ok. Ça va ensuite continuer à simuler. Alors, est-ce qu'on va jouer une étape ou pas? On va en jouer une. Ici, hop là, ça confirme au général, et juste Wout Poels qui est venu s'intercaler. Et ce qui va me donner envie de jouer l'étape 7, c'est de voir le résultat simulé toujours de l'étape 6, où Dylan Teuns s'impose devant Giulio Ciccone avec le maillot de leader sur les épaules de Ciccone. Alors là, du coup, je me suis dit, oh, ce serait sympa pour Ciccone, qui, un petit peu comme Pedersen, n'a pas énormément gagné. Il a pas beaucoup, il a presque pas gagné. Il a gagné une étape sur le Giro, c'est tout. On me dirait c'est déjà pas mal. Et puis il a été un complément parfait pour aider Nibali à l'époque à gagner. Mais comme pour lui, j'ai un peu d'ambition. Et tiens, je parlais des jeunes qu'on pouvait mentionner éventuellement comme prometteur ou intéressant. Quel est le plafond de Ciccone? Est-ce qu'il peut vraiment s'avérer un jour comme prétendant à un top 3 sur un grand tour? Moi, en tout cas, dans cette partie, j'essaierai. Et donc, comme petit voilà, un rappel de classement, ça c'était pour se méfier de Pouls, se méfier de Bowman, se méfier de Tolhoek et de Dylan Teuns, euh, avant les difficultés finales. Ça va pas être non plus trop difficile pour la Trek Segafredo dans ce contexte où tous les meilleurs sont sur le Tour de France. Et donc, ceux qui sont là sont quand même nettement moins forts. Hein. Je parle par exemple au niveau du plateau de Puncher, qui est quand même bien moindre au niveau de la qualité. Alors, voilà, on va se positionner. Donc oui, très intéressant en tout cas pour moi d'essayer de donner le moral à Ciccone. Le moral dans le jeu, c'est un peu une nouvelle chose à prendre en compte sur Pro Cycling Manager depuis... du coup, j'ai un doute. Bah oui, c'est depuis PCM 2020, bien sûr. Et du coup, ce moral, quand même, moi j'ai remarqué que ça rapporte. Parce que quand vous avez un type qui a vraiment le moral, il peut avoir une motivation plus haute à un moment donné. Et vous pouvez avoir un petit plus 1 de forme du jour supplémentaire. Allez, on est parti. Le train-train, Niklas Sey devant Richie Porte.
qui est chargé d'emmener Giulio Ciccone. On aperçoit la cohorte de Néerlandais avec aussi Alejandro Valverde qui sont tous aux trousses de nos coureurs. Mais aussi Dylan Tubbs qui est présent. Puis on va lâcher les chevaux là comme ça, voilà, à 500 mètres de l'arrivée. Hein. On va pas s'ennuyer. 400-500 mètres, Ciccone, tu pars et tu t'imposes. Voilà, ça c'est histoire de dire que la victoire finale sur ce Tour de Pologne n'était absolument pas due au hasard, même si en simulation il peut arriver tout et n'importe quoi, hein, mais content pour Ciccone. Voilà, vraiment content pour Ciccone qui peut être une partie de l'avenir de cette équipe. En lequel, en tout cas, moi en plus, c'est un coureur que j'aime bien. Je trouve qu'il court un peu avec du panache, avec un peu de folie. J'aime bien Giulio Ciccone. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Et vive Nibali, on y croit, non? À plus, bye bye.